Nous sommes le 30 septembre 1909. Cette nuit-là, Sitaran, Saint-Ange et Fontaine tentent de pénétrer chez un certain monsieur Roussel. Inquiété par le bruit, le gardien de la propriété, armé de son fusil, décide d'aller voir ce qui se passe. Dès que Sitaran l'aperçoit, il se jette sur lui. Celui-ci riposte et les deux hommes commencent à se battre dans l'obscurité. Après une lutte acharnée, Sitaran finit par s'enfuir. Il est aussitôt poursuivi par le gardien qui lui tire dessus sans l'atteindre. Ce soir-là, le plan des malfaiteurs est tombé à l'eau. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de décamper. Très vite, les gendarmes sont prévenus. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ces derniers constatent que dans leur fuite, les bandits ont oublié beaucoup de choses. Sacs, revolvers, chapeaux, vilebrequins, barres de fer, etc. Les habitants du tampon sont alors conviés sur les lieux afin d'identifier ces fameux objets. Bien sûr, ceux-ci ne se font pas prier bien longtemps et viennent nombreux. Certains objets sont reconnus par la population, notamment les couteaux, le chapeau, le revolver et la baramine. Selon des témoins, ils appartiennent à Sitaran. Ce jour-là, un artisan chez lequel Fontaine est employé comme menuisier est présent. Aussi, l'homme reconnaît le vilebrequin qu'il avait confié à ce dernier. Les preuves sont là et vont permettre l'arrestation de Sitaran et de Fontaine dans un premier temps. Il faut savoir que durant leurs nombreux cambriolages, les trois comparses avaient reçu l'aide de quelques complices, qui vont être eux aussi mis sous les verrous. Grâce aux renseignements donnés par une voyante, on avait pu trouver le repère des malfrats, une sorte de grotte qui se trouve au lieu-dit l'achatoire. À l'intérieur se trouvait tout ce que le trio et leurs complices avaient dérobé au cours de leurs différents cambriolages. Un jeune homme de 14 ans avait été désigné comme gardien du lieu. Ce dernier a été arrêté lui aussi. Mais il y en a un qui manque à l'appel, le chef de la bande, Saint-Ange. Il est en cavale et se cache où il peut. À cette époque, pour les gendarmes, il n'est pas facile de pourchasser des bandits avec des routes en mauvais état et des chevaux pour seul moyen de locomotion. Saint-Ange a donc le temps de s'enfuir à chaque fois. Mais sa chance ne va pas durer bien longtemps. En effet, après 2 mois de cavale, l'homme se fait prendre. Il est capturé par des cultivateurs le 31 décembre 1909 vers la ligne Paradis. Ces derniers n'auraient pas hésité à lui faire sa fête si les gendarmes n'étaient pas intervenus. Le procès peut maintenant commencer. Nous sommes le 2 juillet 1910 à Saint-Pierre, devant la cour d'assises. Vu la gravité des faits, 8 condamnations à mort sont prononcées à la fin du procès. Pourtant, le 15 septembre 1910, la Cour de cassation rend un arrêt annulant la procédure suivie devant le tribunal de Saint-Pierre et le 7 décembre 1910 débute un deuxième procès. Le verdict est rendu dans la soirée du 13 décembre 1910.
Pour Citharane, Fontaine et Saint-Ange, le trio diabolique, sans grande surprise, c'est la peine de mort. Pour 5 de leurs complices, c'est une condamnation aux travaux forcés à perpétuité. Suite à ce procès, les condamnés intentent un nouveau recours en cassation. Rien ne change pour Citharane et Fontaine, par contre, pour Saint-Ange, c'est un autre son de cloche. Et il faut avouer qu'on ne s'y attendait pas. Ce dernier est tout de même à l'origine de ce clan de malfaiteurs qui a fait trembler de peur les habitants de l'île durant tout ce temps. Et donc, il est aussi coupable que ses acolytes, sinon plus encore. Pourtant, l'homme échappe miraculeusement à la condamnation à mort. Car, pour on ne sait quelle raison, il a été finalement gracié par le président de la République et sa peine a été remplacée par des travaux forcés à perpétuité. Nous sommes le mardi 20 juin 1911 à Saint-Pierre. Le ciel est sombre et pluvieux. Il est 6 heures du matin. Une flopée de personnes se sont déjà rassemblées à quelques mètres de l'échafaud. Ils sont venus assister à l'exécution des 2 criminels, Citharane et Fontaine. Les condamnés viennent d'arriver sur les lieux. Lorsqu'ils se retrouvent face à cette guillotine qu'on surnomme la veuve, Citharane se fige et pousse un long cri d'effroi. Puis, sans doute pour se donner du courage, il se met à fredonner un air de son pays natal. Fontaine, lui, semble abattu et terrorisé. Il est 6h25. Citharane est prêt à être exécuté. Il est mis sur la bascule. Puis, brutalement, le couperet tombe et sa tête aussi. Maintenant, c'est le tour de Fontaine. La terreur et le désespoir se lient dans ses yeux. Puis, pour la seconde et dernière fois, le couperet tombe. Il est 6h30. C'en est fini de Citharane et Fontaine. Nous sommes le mardi 20 avril 1937 à Saint-Laurent-du-Maroni, au Bagne, en Guyane française. Un homme âgé, amaigri et malade est en train de vivre ses derniers instants dans sa chambre de prison. Cet homme n'est autre que Saint-Ange gardien. Il est atteint du paludisme et d'une bronchite. Celui qui était le meneur de cette bande de voleurs et meurtriers qui a fait frémir toute une population n'est plus que l'ombre de lui-même. Et bizarrement, aujourd'hui, on se souvient à peine de son nom. Contrairement à son ancien comparse, Citharane, qui est devenu après sa mort une sorte de légende. Dans le cimetière de Saint-Pierre, des gens viennent se recueillir sur sa tombe. Peinte d'un rouge sang avec une grande croix noire, celle-ci est bien visible. Certains y déposent des offrandes de nourriture et d'alcool dans l'espoir que l'esprit de Citharane intervienne en leur faveur. Parfois, des cérémonies occultes sont pratiquées sur la tombe de celui qu'on surnomme aussi le buveur de sang, le vampire de la Réunion.